Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire l'interview d'un professeur de français langue étrangère comme moi. Salut Bastien, comment ça va? Bonjour Elsa, ça va très bien et toi? Ça va très bien. T'es content de faire cette interview? Ouh, je suis extrêmement stressé là. Ah, ah, tu sais, je suis comme un de mes élèves qui va faire un examen. Là, je suis un peu nerveux, tu vois. Heureusement que tu es là pour me rassurer. Ouais, d'accord. Et puis je vois t'as des spectateurs derrière qui passent derrière toi, c'est pas grave? Oui, malheureusement, c'est des choses qui arrivent ici, tu vois. Je suis d'une maison. En fait, là, je suis à Sao Paulo, donc Voilà. c'est une grande famille brésilienne où il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer et sortir avec des concepts de famille très, très grands, très convivial. Donc voilà, malheureusement, nous devrons faire avec. Il n'y a pas de souci. Donc, tu es au Brésil, ça c'est important. Oui, oui. Alors, moi, je suis enseignant de français de langue étrangère à Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Je suis là car il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ici, je peux faire du français langue étrangère classique, je peux faire du français des affaires. Il y a énormément de Brésiliens qui voyagent en Europe, donc c'est pour moi un endroit idéal. Donc vraiment, c'est le fourmillement de l'Amérique du Sud, le centre culturel et économique du continent. Et puis il fait beau, il fait chaud, donc ça c'est super agréable Ah, aussi. on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Tu fais Si des on cours doit sur, choisir, tu fais des cours si sur on la doit, plage des fois? Ah, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est Donc, facile de faire des cours sur la plage? c'est eu arrivé. Donc, avec mes amis du club de plongée de la région, on a réussi à faire des entretiens. Non, non, c'était vraiment très sympathique. Après, on a préparé des tests c'était mes élèves qui faisaient des tests d'Alliance française. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je dois avouer que entre l'Angleterre à supposer que je veuille travailler à Londres et le Brésil, ouais, le Brésil, c'est quand même un petit peu mieux. Ah ben faut pas critiquer l'Angleterre, hein. On va peut-être interviewer des profs qui sont en Angleterre et ils vont pas être contents s'ils t'écoutent, hein. Ah oui, non, je ne veux pas faire mes amis. Non mais c'est bien. Comme ça on leur demandera les avantages de l'Angleterre par rapport au Brésil. Comme ça on pourra Ouais, comparer. exactement. Du coup, ça fait combien de temps que tu es au Brésil? Alors, moi, ça fait 1 an que j'enseigne au Brésil, Oui. mais j'avais déjà enseigné par le passé. J'avais déjà enseigné 2 ans à Sao Paulo. La grande différence, c'est que maintenant, je suis autonome. Donc, je suis mon propre chef, comme disent certains. Et Donc tu es indépendant, c'est ça? voilà, je fais avec mes élèves ce que je veux. Je fais systématiquement ce qui est meilleur pour mes élèves. Je ne suis pas comme un prof qui est dans une école qui va faire ce qu'on lui dit de faire, ce Oh, que ça les dépend des voisins y écoles, hein? font. Ça Ça dépend dé- des Ouais. écoles. Il y a des bonnes écoles, il y a des mauvaises écoles. Quelle Ils est la doivent servir. différence entre une bonne école et une mauvaise école? Alors, dans la bonne école, tu enseignes, mais c'est une bonne école. Et quand tu, je dis n'importe quoi. Donc, tu n'enseignes pas dans une école. Tu donnes des cours particuliers ou tu donnes des cours en groupe? Alors, moi, je fais les deux. Moi, j'ai personnellement des élèves particuliers et j'ai des tourmas, comme ils disent ça par ici, des groupes d'élèves. Mais en fait, je ne travaille, c'est mes groupes à moi, mes groupes privés. Ce que je fais, c'est que je loue une salle dans une école d'espagnol ou une école d'anglais. Et en fait, je peux organiser des groupes personnalisés pour mes élèves. Là, j'ai des groupes de français des affaires, j'ai des groupes d'élèves veulent partir dans un spécifique. J'ai encore d'autres groupes, c'est des banquiers. Donc voilà, donc j'ai vraiment de tout. Donc j'ai vraiment j'ai des groupes, comme je te dis, j'ai des individuels, j'ai des fois j'ai 2 ou 3 amis qui veulent travailler ensemble, mais Et, l'idée c'est de travailler et indépendamment. tu préfères les cours particuliers ou tu préfères les cours en groupe, toi? Ah, c'est très difficile de comparer. C'est Ouais. très très difficile de comparer. Donc moi j'aime bien quand on fait un petit peu des deux. Ce que je propose à mes élèves, c'est par exemple de 3 semaines sur 4 de se voir en groupe.
Et une fois par mois, je fais un travail personnalisé avec chaque élève. Et ça, c'est vraiment bien parce que je garde la dynamique du groupe, donc avec la bonne humeur, avec la chance de voir des gens qui ont des dynamiques de groupe. Ici au Brésil, les gens sont très extravertis. Et comme ça, je garde aussi le contact individuel avec chaque élève. Donc pour moi, c'est la configuration idéale. Donc c'est ce que j'appelle une formule mixte avec mes élèves. Ouais, ça a l'air plutôt une bonne formule Et en tout cas, hein. Ouais, quand on t'entend donc, parler, ça a l'air assez sympa. c'est assez sympa. Maintenant, j'ai pu tester ces formules parce que je suis indépendant. Parce Ouais. que c'est mon clientèle, c'est moi qui prends le risque. Donc, si j'avais été dans une école, ça aurait été extrêmement difficile d'expliquer à un directeur d'école, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il travaille ainsi. Bonjour, voilà, je suis un nouveau professeur, j'aimerais expérimenter de nouveaux formats. Est-ce que vous seriez d'accord avec vos élèves? Pas terrible. Bah, Pas ça terrible dépend, du tout. hein. Bon, peut-être, bon, c'est sûrement possible, hein, si tu présentes bien le projet, je pense que ça peut passer. Ça dépend des personnes, hein. Ça dépend Ça des dépend, écoles, ça dépend des personnes, je pense. ça dépend des personnes, mais ça demande que le problème, c'est qu'il y a une certaine homogénéité qui est demandée dans les écoles. Par exemple, l'école si elle a 20 enseignants, elle peut pas avoir 20 professeurs qui font des choses avec des structures différentes. Ah oui. Donc, c'est quand Mhm. même des contraintes. Alors oui, il y a des dynamiques dans les écoles, mais ça reste incomparable à quelque chose qu'on fait en solo. Donc, c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup mon travail d'auto-entrepreneur. Et puis, du coup, est-ce que c'est difficile de trouver des élèves au Brésil ou bah, ton expérience de recherche d'élèves, d'apprenants? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que Mhm. quand tu commences, ça peut être difficile parce que personne ne te connaît, parce que les gens ne savent pas si tu es expérimenté, les gens ont besoin de s'assurer que tu es sympathique, tu es compétent. Oui, Donc, au début, c'est effectivement difficile. oui. Donc, au début, tu pries, mon Dieu, j'aimerais que plus d'élèves entrent en contact avec moi. Et après, avec le temps, les choses commencent à fonctionner, le bouche à oreille commence à fonctionner, tu commences à connaître encore d'autres entreprises. Donc, à la fin, c'est plutôt le rapport inverse. Donc, tu es, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour gérer toutes ces personnes? Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai vraiment aucune difficulté à trouver des élèves, mais il est vrai que quand je suis arrivé à Sao Paulo, les premiers mois ont été difficiles. Les Bah, premiers du mois ont coup, été tu difficiles. as été courageux, tu t'es jeté à l'eau, tu as essayé, et puis du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, ça marche, quoi. Tu as des élèves. Est-ce que tu regrettes? Pas du tout, pas du tout. Mais ce que tu dis est très juste. Je suis arrivé ici, je suis arrivé avec une dizaine de livres, avec 2000 euros et avec l'idée d'enseigner le français. Donc, il est vrai que ça demande du courage. Donc, surtout que le Brésil, c'est pas la porte à côté, je veux dire. On est dans un autre système qui est tout extrêmement différent de l'Europe. Donc, ça demande Mhm. aussi une phase d'adaptation. Il y a aussi la façon de communiquer avec les gens, extrêmement différente. Ah, c'est clair. Donc, Bon, nous, les profs de FLE, en général, on aime bien le changement, on s'adapte assez bien, mais je trouve que c'est courageux au niveau professionnel de passer d'un système un peu plus sécure à être indépendant, devoir trouver ses clients, trouver ses apprenants. Ça demande du courage. Et ça puis, du demande coup, du ton courage. expérience, elle peut inspirer d'autres personnes qui hésitent à se jeter à l'eau. Et ça peut être intéressant, justement. Mm. Alors oui, c'est intéressant. Maintenant, moi, ce que je recommande, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très bien que je recommande à tout le monde, mais il faut faire ça après avoir une petite expérience comme salarié. Moi, je suggère à toutes les personnes qui veulent faire comme moi de travailler une année pour une école pour voir comment fonctionne la communication avec les clients, pour bien connaître les cours, pour vraiment être à l'aise. Parce qu'apprendre des choses dans un livre parce qu'on est à l'université, c'est une chose. Avoir des clients dans la vraie vie, c'est quelque chose de très différent. Qui demande beaucoup de tact, qui demande beaucoup de communication.
qui demande beaucoup de débrouillardise, beaucoup de choses. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est qu'une fois qu'on a fait nos études de français langue étrangère, qu'on a terminé nos études, tu conseilles de pas devenir indépendant tout de suite, mais de d'abord faire un petit peu ses preuves ou prendre ses marques dans une école. Et ensuite, Exactement, d'être indépendant, d'essayer. exactement, exactement. Ou de Parce qu'il y faire a les deux aussi en quelque même chose. temps. On peut aussi être indépendant et travailler dans une école. C'est aussi possible, c'est aussi possible. Mais l'essentiel, il faut être conscient que les gens qu'on a en face de nous, on doit leur donner confiance. On est aussi beaucoup d'animateurs. On est là pour leur donner envie, pour leur donner du courage. On est là pour donner plein de choses. Et souvent, on a des gens qui ont peur. Moi, j'ai énormément de gens qui ont comme objectif d'émigrer au Canada. Tu as quoi? Et c'est des On gens. n'a pas très bien entendu. Oui, pardon. Non, non, juste répète, qu'est-ce que tu as fait au Canada? Non, alors moi, j'ai par exemple énormément d'élèves qui ont envie d'émigrer au Canada, qui sont pas tout à fait sécures, qui ont un petit peu peur, Et là, il est important que le professeur donne confiance à ses élèves. Donc, c'est pour ça que le professeur doit vraiment avoir confiance en lui. Donc, si on partait directement indépendant, on n'aurait peut-être pas la confiance nécessaire pour la donner aux autres. Parce que pour donner confiance aux autres, il faut avoir soi-même confiance. Et ça, c'est vraiment important. Mhm, mhm. Et puis du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir professeur de français langue étrangère? Ah, moi, j'aime beaucoup la communication, j'aime beaucoup apprendre des choses, j'aime beaucoup faire apprendre à d'autres personnes. Et moi, personnellement, j'ai appris l'allemand, j'ai appris le suisse allemand, j'ai appris l'anglais, à chaque fois des niveaux à peu près C1. Et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction d'arriver à avoir mon diplôme, d'arriver à communiquer avec les gens. Et je me suis dit que montrer mon expérience à des autres qui sentent la même chose que moi, qui se sentent aussi plus confiants, plus instruits, je pense que ça peut être pas mal. J'ai pensé que ça pouvait vraiment être pas mal. D'accord. Et puis le voyage aussi, la confrontation à des cultures différentes, l'échange Exactement. interculturel. Exactement. Disons que je pense qu'il est pas rester toute sa vie au même endroit. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis, ils sont très heureux, ils sont nés dans un village que nous allons appeler Marly-Gaumont. Ils vont aller à l'école de Marly-Gaumont, ils vont trouver un emploi à Marly-Gaumont, ils vont se marier à Marly-Gaumont, ils vont finir leur carrière à Marly-Gaumont, au même endroit. Donc, je suis très heureux que ça leur convienne, mais moi, ça me convient pas. Moi, j'ai envie de voir d'autres choses, d'autres personnes. Et il y a aussi une très grande richesse dans le métier de français langue étrangère. Par exemple, moi, je suis élève banquier, j'ai des hommes d'affaires qui travaillent à la Chambre de commerce Canada-Brésil, Ah, on va pas donner j'ai trop de des, noms, hein. je suis désolé. Non, C'est de j'ai la le droit, j'ai le publicité. droit. Je réponds à ta question. Il Non, non, c'est m'autorise bien, à donner vas-y, ce genre vas-y. d'enseignement. J'ai des, j'ai des infirmières, j'ai beaucoup de médecins qui sont attirés par un travail en Europe. J'ai des gens qui veulent tout plaquer. J'ai des gens, ils sont comptables, mais ils disent la comptabilité, c'est pas pour moi. Donc, ils vont travailler 1 an sur un bateau, sur une croisière. J'ai des informaticiens, comme je l'ai Mais dit. du coup, ça veut dire que ces gens-là, en fait, ils ont besoin d'apprendre le français, ils vont travailler dans un pays francophone. En fait, quelle est leur motivation aux Très souvent. Brésiliens? Très, très souvent. Très souvent, moi, j'ai des gens qui ont très envie d'aller travailler ailleurs. Ça, c'est peut-être 80% de mes élèves. J'ai des élèves qui font des affaires avec la France. J'ai par exemple un cabinet d'avocats de Sao Paulo qui ont comme clients des gens de Lyon. Ok, donc c'est ça Et leur motivation, ils communiquent, c'est pour communiquer avec les clients français. voilà, exactement. Mhm. J'ai peut-être un petit pourcentage de mes élèves qui apprennent le français parce qu'ils trouvent que c'est une langue élégante, Voilà, mais c'est une minorité. c'est la C'est une minorité. minorité. C'est D'accord, une minorité. C'est une ouais, minorité. Donc, d'accord. au jour d'aujourd'hui, le français, énormément de gens cherchent à l'apprendre. Dans le cas du Brésil, il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant partir au Canada, émigrer au Canada.
Anciennement, la génération d'il y a 20 ans en arrière, le grand désir des gens, c'est de partir aux États-Unis. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Entrer aux États-Unis, c'est plus difficile. Il y a des problèmes avec le système de santé. Donc, pour beaucoup de gens, le meilleur choix, c'est le Canada. Et bah, pour ces gens, le meilleur choix, c'est le professeur Bastien et le professeur. Ouais, mais au Canada, on parle anglais en général, hein. On parle anglais, mais la Ouais. personne qui veut entrer au Canada Mhm. devra faire un test. Et en fait, en fonction du nombre de points, elle pourra rentrer ou pas. Ah, et donc le Donc, français, ça apporte des points. voilà, donc Mhm. bon, il y a pas que ça. Donc première chose, il y a l'âge qui est déterminant, il y a le niveau de formation, et en fait, il y a une épreuve d'anglais, une épreuve de français. Et dans mon expérience, les gens qui se disent ah c'est pas grave, je vais faire des points avec l'anglais, non. Ok, d'accord. Généralement, Très bien. c'est 2 mois plus tard, mes élèves qui me disent non, on aurait dû penser. Ok, d'accord. Alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu de PEDA, bien sûr, la PEDA, la PEDA. Alors, ma question, ce serait, est-ce qu'il y a un cours, une leçon que tu adores faire et qui marche à tous les coups? Hein, peut-être que tu peux donner une astuce à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, Quelle est ta leçon préférée ma leçon préférée. Alors, moi, ou j'aime ta beaucoup. stratégie? Mhm. Ma stratégie, en fait, j'ai une méthode que j'aime beaucoup. Donc, je vais expliquer un petit peu de vocabulaire d'une façon intuitive avec les gens. Après, j'étudie avec mes élèves un dialogue. J'étudie un dialogue où nous allons vous décortiquer, voir comment est le dialogue. Donc, les gens, c'est toujours quelque chose de réel. Par exemple, c'est un restaurant. Dans le restaurant, c'est un serveur qui parle avec un client. C'est, par exemple, c'est une chef qui parle avec son employé au téléphone. Ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais une situation Ouais. qui est réelle. Mhm. Ça motive les gens dans la réalité. Et donc, j'utilise dialogue. Et après, en fait, on va lire ça. Ça, c'est pour déjà s'approprier le mot, pour être vraiment plus à l'aise. Dans un second temps, on va faire beaucoup d'exercices didactiques pour vraiment bien comprendre tout ça. Et après, on va simuler une conversation. Donc, l'objectif, on va complètement imaginer une conversation. Donc, par exemple, je serai un client très exigeant. Mon élève sera le serveur du restaurant. Il va me donner quelque chose, il va me proposer quelque chose à manger. Il va me présenter la carte pour voir ce que j'aime le mieux. Après, il n'aura pas très bien compris ma requête. Il va m'amener quelque chose que je n'ai pas demandé à manger. Et voilà. Donc, on fait vraiment une conversation interactive. Et là, en fait, on a vraiment cette idée d'authenticité. Les élèves mémorisent très bien et aiment l'authenticité. Il est D'accord. inutile de faire de la grammaire crue. Il faut vraiment des dialogues réels. Oui, d'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ce soit des situations réalistes. Mhm. Et c'est ce qui motive, en tout cas, tes apprenants. C'est que ça soit concret et qu'ils puissent voir tout de suite comment ils vont pouvoir l'utiliser. Exactement. Mhm. Et il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un rôle technique d'enseignant, d'expliquer la grammaire, certes, mais on a aussi un rôle d'animateur. Il faut donner aux gens l'envie d'étudier, l'envie de persévérer. Donc, moi, je me considère autant un animateur qu'un enseignant. Alors, par rapport au public brésilien, lusophone, est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques à ce public, en fait? Alors, oui, il y a des difficultés. En fait, il y a l'image du français d'une langue chic, d'une langue évoluée, d'une langue difficile. Et en fait, les gens, des fois, ils sont tétanisés, ils ont peur, ils se rendent pas compte que la prononciation du français est plus facile que l'anglais, que le vocabulaire, Ah, tu trouves c'est que la très difficile. prononciation du français est plus facile que celle de l'anglais, vraiment? Ah, Oui, pour les lusophones? pour un lusophone, ce sera Ouais, beaucoup plus facile. d'accord, Donc, je t'invite à regarder la vidéo de Linguisticae, d'accord, qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. d'accord, Il y ouais. a des évaluations de la difficulté d'une langue, de la bizarrerie d'une langue. Il y a des moyens scientifiques d'évaluer la complexité d'une langue. Ça va de 1 à 7.
on peut voir que il y a des langues qui sont extrêmement logiques, comme par exemple le turc et l'allemand, et des langues qui sont extrêmement peu logiques, peu intuitives. Ah, d'accord. Malheureusement. Et si on regarde ce classement, on s'aperçoit que le français, c'est pas une langue qui est difficile. C'est pas une langue qui est considérée comme difficile. Maintenant, on a Je cette pense que le illusion. français, c'est une langue qui est très logique, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des spécificités de prononciation et une certaine complexité par rapport à la langue anglaise au niveau de la grammaire, par exemple, qui peut faire peur aux apprenants quelquefois. Voilà, mais maintenant, la tonicité de la langue française, c'est toujours la même chose. Par exemple, en portugais, l'accent tonique est extrêmement difficile à trouver, parce que ça varie beaucoup. En anglais Mhm. aussi. Ouais. L'anglais, Mhm. le français, on a toujours un accent tonique à la fin. C'est extrêmement pratique. Donc, il y a l'idée du masculin-féminin qui peut être difficile. Oui, c'est Maintenant, ça. Hein. Pour moi, je pense que c'est une des choses les plus dures à faire passer, un masculin-féminin. Est-ce que pour un lusophone, c'est plus facile parce qu'ils ont eux aussi des masculins et des féminins? alors, c'est effectivement un concept qui est difficile. Maintenant, il y a des trucs que je leur donne qui permettent de donner, d'estimer si un nom est masculin ou féminin. Au début, je leur donne des petits trucs et après, j'essaye de faire en sorte qu'ils lisent, qu'ils s'intéressent au maximum pour qu'ils aient un apport de la langue française et ainsi qu'ils comprennent en fait où est le masculin, où est le féminin. Mais c'est effectivement un des concepts qui est difficile de la langue française. Maintenant, il faut relativiser. Donc, chaque langue, c'est un problème que tu vas rencontrer dans chaque langue européenne. Bon, parle anglais, tu vas me dire. Mais mis à part ça, la langue française, elle est vraiment pas si difficile que ça. Parce que, disons que entre le portugais et le français, il y a beaucoup de vocabulaire qui est similaire, de mots qui sont très proches. Ouais. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont apprendre l'anglais parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est Mhm. fonctionnel, et donc, ils ont déjà un vocabulaire d'anglais. Et entre le vocabulaire anglais et le vocabulaire français, il y a aussi beaucoup de choses qui sont similaires. Oui, alors oui. Bon, alors là, on sort du problème du genre, du coup. Tu parles de similitudes entre les langues au niveau du vocabulaire, du lexique. C'est ça? Exactement. Ouais, ben Donc, c'est sûr qu'entre le portugais et le français, il y a beaucoup de similitudes, hein. voilà. Et c'est encore cette autre similitude anglais-français. Donc là, on a vraiment, je dois dire, quelque chose on a cette illusion qu'apprendre le français sera très compliqué, mais avec cette double similitude, on a quelque chose qui est de loin pas effrayant et vraiment pas désagréable. Donc, apprendre le français pour un Brésilien, c'est de loin pas la langue la plus désagréable et il aura des facilités, très sûr. Ils ont des facilités, ouais, c'est vrai. Mhm. Tu Ils ont des confirmes. facilités. Maintenant, Ouais. les Brésiliens, ils apprécient beaucoup le travail avec les Européens du Brésil, parce que c'est des gens qui sont acclimatés à la culture brésilienne, donc très chaleureux, très directs, qui connaissent en fait leurs besoins. Donc, pour un Brésilien, c'est très intéressant de travailler avec un Européen. D'accord. Il y a aussi l'aspect culturel que le professeur doit vraiment bien maîtriser, je veux dire. Ok. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, tu sais, c'est les cours en ligne. Est-ce que toi, tu fais des cours, tu donnes des cours en ligne? Oui, alors j'ai fait des cours en ligne, euh, je fais des cours présentiels. Ce que j'aime beaucoup proposer à mes élèves, c'est des formules mixtes, c'est-à-dire que je les vois 3 fois par semaine sur des applications en ligne, des cours virtuels, et 1 fois par mois en présentiel. Oui, quand tu veux Comme dire ça, application, tu veux dire un système de vidéoconférence, hein, c'est ça? exactement. Mhm. Donc, il y a le Zoom, qui est un excellent logiciel, qui m'a été présenté par Elsa French Teacher, Par moi. que je Ouais. remercie énormément pour cette intervention. Donc le professeur doit vraiment bien connaître ses outils. Et ça demande une expérience et une dextérité qu'on n'a pas forcément. Et je recommande de ne pas commencer par les cours en ligne, mais vraiment de commencer par des cours présentiels et après de Ah faire oui, les d'accord.
parce que il y a aussi un contact humain qu'on n'a pas. Il y a une proximité qu'on n'a pas. Moi, quand je vais voir mes élèves en présentiel, bonjour Bastien, ça va? Viens, on va boire un café avant de commencer le cours. Et puis, comment Ouais, ça c'est va? sûr. Donc, Ouais, il y ouais, a aussi c'est vraiment ça. bien comme stratégie, ça. Quand on peut, hein, moi je peux pas parce que mes élèves sont très loin, mais comme toi, c'est-à-dire d'avoir tes élèves en présentiel et également en ligne. Donc, moi, j'ai par exemple beaucoup de mères au foyer qui veulent améliorer leur langue parce qu'elles ont le projet de revenir à la vie professionnelle d'ici 3, 4, 5 ans. Et en fait, pour ces personnes, il est important de les voir une fois par mois pour garder vraiment ce contact humain. Mais, mais disons qu'elles ont des emplois qui sont vraiment très, très chargés, des emplois du temps qui sont vraiment très chargés. Et c'est vraiment important d'avoir de la souplesse. Et avec le cours virtuel, on a vraiment une grande, grande souplesse. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Ouais. Et puis du coup, est-ce que bon alors on va parler monnaie, on va parler argent. Est-ce que tu factures le même? Alors, j'ai pas envie de connaître tes tarifs hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est juste pour savoir. Est-ce qu'on facture la même chose pour un cours en présentiel ou pour un cours en ligne, à ton avis? Alors, moi, personnellement, Mm. j'ai le même tarif horaire pour des raisons de simplicité, parce que ça arrive très souvent que mon élève, il y a, tu connais le Brésil, tu sais, il y a souvent des embouteillages, il y a souvent des problèmes, il y a souvent des choses extrêmement variables, il y a des fois des petits problèmes avec le système électrique, il y a beaucoup de Des problèmes. aléas, quoi. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, Ouais. en fait, moi, je fais un tarif pour le présentiel et pour le virtuel. Comme ça, si mon élève a un problème, ben, Ah, le tu lundi, peux. il va pas venir me dire. Je peux lui dire, ah, mon élève, viens le mercredi, entre deux élèves, je peux rattraper ton retard. Mais là, forcément, ça sera virtuel. Alors, en revanche, je demande qu'on me paye une petite taxe, je demande qu'on me paye le métro. Donc, où je Mhm. fais une Le petite taxe transport, pour me ouais. payer une taxe de transport. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Puis c'est aussi l'idée qu'il y ait une justice entre mes élèves. C'est l'idée que quoi? C'est l'idée d'établir une justice entre mes élèves. J'ai pas envie de surfacturer certains et de sous-facturer d'autres. Ok, d'accord, c'est intéressant. Mhm. En plus, tu peux passer d'un système à un autre, d'un type de cours à un autre, sans te poser la question du tarif. C'est-à-dire, tu peux passer d'un cours de Exactement. présentiel à un cours en ligne très facilement, en fonction de la Voilà. disponibilité de l'apprenant. Et du coup, un tarif unique, ça permet de faire ça très, très facilement. Par exemple, j'ai une élève. On va l'appeler Anita. Elle s'appelle pas Anita, mais appelons-la Anita. C'est D'accord, parce elle aime beaucoup ce prénom. Donc, appelons-la Anita. d'accord. Mon élève Anita doit absolument apprendre le français parce qu'elle va travailler avec des entreprises françaises et qu'elle a projet d'ouvrir une entreprise au Portugal. Donc, mon élève Anita, pour ça, elle possède une entreprise, elle est mère de deux enfants et en plus, elle doit gérer deux co-entreprises. Elle a un emploi du temps qui est une catastrophe. Donc, donc, Ouais. il y a des mois où elle travaille au Portugal, certains mois où elle est au Brésil. Donc vraiment, moi j'ai besoin d'une structure la plus simple possible, la plus flexible possible. C'est le dynamisme. Ouais, et donc c'est à la fois un avantage pour toi et pour l'apprenant. Exactement. Ouais, ouais, d'ailleurs c'est pour ça que les cours en ligne se développent beaucoup, hein. C'est parce que ça permet ça donne plus de flexibilité et plus de possibilités au niveau des horaires, hein. Une petite pause Exactement. au travail permet de faire un cours, ouais. Voilà, et il y a aussi la question de la rentabilité. Toi et Oui. moi avons vécu en Suisse avec des très bons réseaux de transport, avec des trains efficaces. On va pas dire pas trop cher, mais avec un prix qui, par rapport au pouvoir d'achat, est raisonnable. On a l'expérience de ville, on a l'expérience de ville avec des circulations qui sont bien gérées, avec peu d'embouteillage. Maintenant, on peut dire que ça au polo,
14 millions d'habitants, une infrastructure qui ne suit pas toujours. Il y a aussi le problème de la rentabilité. Si moi, je vais voir un élève qui a 2 heures de métro de chez moi, que j'ai plein de problèmes pour y aller, c'est mon salaire qui baisse aussi. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant économiquement pour moi. Ouais, ça c'est sûr que je pense que c'est un gros problème que beaucoup de professeurs de langue partagent, hein. C'est le déplacement entre les différents clients, hein. Ça, c'est Exactement. quelque chose qui est assez difficile dans notre profession, hein. Exactement. Parce que quel est l'effet concret? C'est que le déplacement est extrêmement difficile à Sao Paulo. Je suis obligé d'augmenter mes tarifs parce que je perds beaucoup de temps dans les transports Mhm. et beaucoup de cours deviennent inaccessibles parce que je dois facturer beaucoup trop. Donc, Parce que c'est du la coup, tu comptes le temps de transport, ou en fait, tu factures une partie du temps de transport. Alors non, comme j'ai dit, j'ai Mm. un tarif clinique. Maintenant, si je Mhm. n'avais, maintenant, imaginons que je n'ai que des élèves présentiels, je pourrais Mm. donner beaucoup moins de cours Bah et je voilà. serais obligé d'augmenter mes tarifs. Ouais. Ouais. Ça permet le cours virtuel, ça permet d'avoir plus d'élèves, de Mhm. réduire les temps de transport et Mhm. ainsi d'éviter de devoir augmenter les prix pour tout le monde. Ouais. Donc c'est tout bénef pour l'apprenant et pour l'enseignant. Exactement. Et j'avais une autre question pour toi, justement, vu qu'on aborde un petit peu les problèmes qu'on rencontre dans la profession. Est-ce que toi, il y a des choses que tu changerais dans notre profession de professeur de langue, de formateur en langue étrangère? Alors moi, je pense qu'on n'a pas toujours une bonne reconnaissance financière. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup d'implication émotionnelle, c'est beaucoup de préparation. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être revu. Et puis alors, la dernière question, la question de la fin, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos collègues? Alors oui, si vous êtes expérimenté, si vous avez confiance en vous, que vous sentez que vous êtes prêt à donner cette confiance, passez à un indépendant. Jetez-vous à l'eau, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Donc, tu nous encourages à devenir indépendant, c'est ça? Si on a Si vous avez envie. l'expérience, et l'envie. Et si on en a envie, c'est le plus important. Ok, ben merci beaucoup, Bastien, d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. Et Avec puis, plaisir. j'espère que ça s'est bien passé. Comment ça s'est Oui, passé? ça s'est bien passé. Je vais maintenant donner un cours. Je suis très content d'avoir fait l'entretien avec toi. Et maintenant, je vais me consacrer à mes élèves. Merci beaucoup, Elsa. Salut!